Bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc je suis consultant en économie circulaire chez EY et associé à l'Institut de l'économie circulaire depuis ses débuts. Un bref mot sur d'où je viens. Je travaille au sein d'une équipe développement durable de 100 consultants spécialisés sur le développement durable chez EY. Et nous avons développé maintenant depuis 2 ans un pôle économie circulaire où nous accompagnons entreprises, secteur public à tout niveau et à toutes les échelles. Je vais commencer donc par cette présentation où ce que je souhaiterais faire, c'est d'abord vous prendre l'aspect théorique, l'aspect historique, pour arriver de plus en plus dans du concret, où j'espère je confirmerai l'approche théorique du départ, et enfin en tirer quelques enseignements modestes. Ça on l'a déjà vu, donc je n'y reviendrai pas, mais je souhaiterais peut-être une chose clé dans cette définition, et d'ailleurs dans les autres définitions de la Commission européenne, de la Fondation MacArthur. L'économie circulaire, vous l'avez vu, existe déjà quand on l'approche par piliers. L'éco-conception existe, l'écologie industrielle existe, tous ces piliers ont leur méthode, ont leurs bonnes pratiques, ont leurs mauvais élèves. Néanmoins, qu'est-ce qui est nouveau finalement dans ce concept-là, s'il y a quelque chose de nouveau? On pense qu'il y a quelque chose de nouveau, à l'Institut bien sûr et ailleurs, dans le modèle d'organisation. Et c'est là le mot-clé, l'expression clé, et selon moi le concept clé de la définition de l'économie circulaire. L'économie circulaire est le principe d'organisation qui permet de lier l'éco-conception au réemploi, ou le don à un modèle vertueux au niveau économique. Et donc c'est cette organisation-là qui est en train de se structurer et de se systématiser, qui est sans doute nouvelle. Sur l'aspect réglementaire, ça vient d'être dit, je retiendrai aussi 2 choses qui aujourd'hui ont un impact très concret pour les entreprises, mais aussi au niveau des données statistiques au niveau public. La modification de l'article 173, où les entreprises de plus en plus, et là, vont être obligées de reporter des indicateurs d'économie circulaire dans leur rapport annuel, et de nouveaux indicateurs à suivre sur l'économie circulaire et le gaspillage alimentaire donc dans les rapports de gestion. Ça va nous permettre bien sûr d'avoir une nouvelle masse de données à analyser et pour ensuite en voir du potentiel inexploité. Ce sera le dernier slide théorique, mais qui selon moi encore est clé. On ajoute et on associe le principe d'organisation à ce fameux découplage. Et je m'appuie ici sur les travaux de Jean-François Labbé du BRGM et de François Gross à Lyon. Ici, ce qu'on voit, c'est que le recyclage ne suffit pas. J'espère qu'on le sait tous désormais, et donc que l'économie circulaire n'est pas l'économie du recyclage. Et pourquoi? Et c'est là la réponse en une image. Vous voyez, on est aujourd'hui. Je vais peut-être prendre ça. Donc on est aujourd'hui, et la demande actuelle est la demande en haut. Si on recyclait théoriquement, ce qui est strictement impossible pour tout un tas de raisons, recycler l'ensemble des produits qui arrivent en fin de vie, eh bien ce n'est pas les produits qu'on utiliserait aujourd'hui. Ce seraient les produits qui ont été utilisés avant et dont la durée de vie est finie. Et donc automatiquement on pourrait répondre à une certaine partie de la demande en recyclant au maximum les produits actuellement en circulation. Le grand problème de l'économie linéaire, c'est la hausse de la demande. Si on augmente la demande, et il a été calculé de plus de 1% en annuel, il est impossible de répondre via du recyclage à la demande actuelle aujourd'hui, en termes de matières premières. Et c'est là où l'économie circulaire arrive, et où tous ces piliers viennent en soutien pour répondre à cette demande courante, non seulement pour y répondre, pour augmenter ce potentiel théorique, mais surtout pour diminuer la demande courante, puisque c'est aujourd'hui ce qu'on a vu au tout début avec le jour du dépassement. Et donc voilà, principe d'organisation et réduire la demande courante. Maintenant, je vais essayer de prendre quelques exemples assez brefs pour en retenir une ou deux choses très concrètes qui se passent, en expliquant peut-être des freins et leviers qui sont actuellement rencontrés. Ça a été mentionné, Michelin Fleet Solutions, avec l'utilisation du digital pour la performance logistique. Vous avez aujourd'hui
8% d'une flotte de véhicules professionnels qui est équipée de télématiques qui permettent à Michelin de vendre un service où vous avez une externalisation de la gestion des pneus, mais aussi une optimisation de votre performance logistique, de la réduction de votre consommation de carburant par exemple, via le suivi en temps réel et via le suivi digital de ce qui est fait. Tout ça, ce qui est important, c'est que le digital sert la logistique, mais que cela s'appuie sur un réseau de rechappeurs et de réparateurs. Et aujourd'hui, le réseau du rechappage en Europe est énorme. Donc le rechappage, on prend la carcasse d'un pneu qui peut être rechappé et on remplace la bande de caoutchouc. Aujourd'hui, dans les camions que vous voyez en France, environ 40% au moins des pneus utilisés sont des pneus rechappés. Et dans toute l'Europe, c'est soit 40%, soit davantage. Ce qu'on oublie, c'est que l'année dernière et l'année d'avant, en tout, 7 usines de rechappage ont fermé en Europe. Alors, pourquoi nous sommes tous ici pour l'économie circulaire? Pourquoi ça ferme? La raison est simple, c'est que le modèle réglementaire est lui tout entier pour l'instant encore en soutien à cette économie linéaire. Vous avez des pneus très bas de gamme, non éco-conçus, donc dès le départ ils n'avaient pas été éco-conçus pour être rechappés, qui arrivent sur le marché à très très bas prix. Rappelez-vous, le graphique d'avant, eh bien, si on voulait les rechapper, on ne pourrait pas. Et donc le stock de pneus potentiellement rechappables est en train de diminuer. Et donc toute l'activité de rechappage, elle aussi, est en train de diminuer. Des solutions existent et elles sont en train d'être proposées, notamment au niveau de l'Union européenne. Ce que je veux vous dire avec cet exemple, c'est qu'il existe des solutions qui sont au niveau de départ. 8%, cela n'est pas rien, mais on en est au début. L'idée, pour répondre à cette diminution de la demande, il faudrait les systématiser. Et donc les solutions existent. Comment organiser donc pour que des solutions comme celle-ci soient systématisées? Ici, le principe d'organisation est bien de montrer qu'un fabricant de pneumatiques comme Michelin s'associe et crée un réseau de réparateurs et rechappeurs. Mais il a besoin aussi du soutien réglementaire. Voici donc des images de ce réseau. Ensuite, un autre exemple, encore une fois associé à la logistique, et encore une fois avec l'utilisation de digital. C'est très près d'ici, c'est Moulineaux Compost et Biogaz, un réseau créé par un restaurateur parisien qui valorise les flux de déchets alimentaires de restaurants parisiens et qui offre ce service-là où la valorisation matière et énergétique de ce type de déchets-là est mieux tracée et ensuite où la valorisation qui respecte les principes de l'économie circulaire est optimisée. Il y a donc un tri à la source et tout un circuit de valorisation. Aujourd'hui, vous avez donc cette offre de service et à terme, une production de 300 000 m3 de biogaz et 5 000 tonnes d'engrais. Et ça se développe petit à petit. Principe d'organisation ici, un type de flux, un réseau d'acteurs et encore une fois, un service lié à la logistique pour optimiser et pour mieux suivre. Voici donc ce qui est proposé aujourd'hui par Moulineaux Compost et Biogaz, totalement lié à la logistique. Troisième exemple, rien à voir. Rien à voir, mais encore une fois, un pilier de l'économie circulaire, on a entendu depuis le début. L'écologie industrielle. Et là, écologie industrielle et territoriale. Vous avez Veolia qui va acheminer sa chaleur vers des serres de tomates, de production de tomates. Je ne veux pas dire de bêtises, à La Pouillade. Donc c'est actuellement en cours et cela a permis la création de 39 emplois créés, un évitement de gaz à effet de serre bien sûr puisqu'il n'y a plus besoin de production de chaleur, une hausse de 20% du rendement de la production et un coût de chauffage des serres divisé par 8. Ça, un exemple concret d'économie circulaire, et là encore j'espère appuyer l'idée initiale sur le principe d'organisation. Qu'est-ce qui est nouveau? On n'a pas quelque chose d'extrêmement nouveau sur le partage de chaleur. Ça existe, l'écologie industrielle existe depuis au moins les années 80. Mais ici, ce qui est nouveau, c'est que vous avez un industriel qui s'associe avec un producteur de tomates. Et donc, l'empreinte territoriale du secteur privé va avoir de plus en plus de réseaux et de plus en plus de types de valorisation possibles. Là encore, donc, principe d'organisation via des partenariats ad hoc.
Et voici les fameuses tomates, mais je suspecte cette image de ne pas être vraie. Mais par contre, c'est bien une image de Veolia en bas à droite pour l'acheminement de chaleur. Enfin, quelque chose qu'on oublie souvent, mais extrêmement clé dans tous nos modèles d'économie circulaire, dans cette organisation, c'est que derrière la location d'imprimantes, derrière des fois même la location de pneus, derrière la location de beaucoup de choses, vous avez des acteurs qu'on appelle de financement en location ou banques de leasing, qui sont absolument majeurs, un peu en retrait au niveau de la communication, puisqu'elles ne sont pas au premier plan des contacts avec les consommateurs. Mais aujourd'hui, lorsque une entreprise va louer l'imprimante, par exemple, à Xerox, ce n'est pas Xerox, je crois, s'il y a quelqu'un de Xerox qui me corrige, mais ce n'est pas Xerox qui finance entièrement, et ni même qui a la propriété de ces imprimantes. C'est en fait une banque de financement en location qui a un contrat avec Xerox, et qui finance, et qui en même temps détient l'actif. Et donc la responsabilité pour cette gestion d'actifs n'est pas chez le producteur très souvent. Et vous avez cette servicisation de l'économie qui est en train de se déployer énormément dans tous les secteurs, bien sûr à notre échelle de citoyens et de consommateurs, mais au niveau des industriels, au niveau du secteur privé, on observe un boom énorme depuis plusieurs années. Je prends plusieurs exemples. Sur le secteur médical, aujourd'hui, si on regarde ce qui s'est passé en 2016, Philips et les hospices civils de Lyon, Philips va louer le parc d'imagerie médicale. Samsung va louer le parc d'échographes d'une centrale d'achat. Tout ça pour plusieurs raisons, pas uniquement pour, et sans doute pas vraiment pour un objectif environnemental, mais les conséquences potentielles de valorisation, de réemploi et d'éco-conception sont majeures. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on observe donc cette servicisation de l'économie, pas uniquement via un partenariat simple entre un producteur et son client, mais des acteurs qui détiennent des capitaux apportent ça et deviennent des acteurs majeurs de l'économie circulaire. Vous avez aujourd'hui 309 000 contrats pour un acteur que je ne citerai pas, de financement location, et ils ont accès à des gisements considérables dans tous les secteurs. Les laboratoires, ça soit aussi les distributeurs automatiques de canettes et de boissons aujourd'hui que vous voyez partout, sont très souvent détenus par ces acteurs-là. Et donc, il faut bien penser l'organisation de l'économie pour, encore une fois, répondre à cette économie circulaire. Et les gisements sont et vont être de plus en plus énormes. Et donc, tout ce qu'il y a à faire sur éco-conception jusqu'au recyclage, ça devient aussi de plus en plus intéressant. Au niveau environnemental d'abord, mais au niveau pour ces acteurs économiques, bien sûr. Enfin, ça a été cité, l'Institut d'économie circulaire connaît bien ces acteurs. La personne avant moi a parlé des SCIC, donc Sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est en effet un modèle qu'on retrouve et qui se développe énormément. C'est un nouveau modèle, c'est un nouveau statut qui a été créé il y a très peu d'années en France. Et on voit le boom de ce statut-là dans les acteurs ou dans des modèles d'organisation d'économie circulaire. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Vous avez donc alors ici, c'est à la fois une SCIC et un pôle territorial de coopération économique, ou PTCE, pour le retour au sol de la matière organique. Vous pouvez visiter, ça s'appelle Organic Valley. Ils ont beaucoup d'informations sur Internet aussi. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour valoriser au mieux toute la matière, l'intérêt économique s'est associé donc à ce statut juridique qui permet à tout type d'acteurs, que ce soit universités, entreprises, organismes et associations, citoyens aussi, et organisations territoriales, de rentrer au capital de la SCIC, donc de la Société coopérative d'intérêt collectif. Et petit à petit, via une méthode contractuelle, ils ont de plus en plus un intérêt à ce que ça marche, à apporter des bons flux, bien triés, et à ce que ça se développe, et à ensuite systématiser la production de coproduits. Et vous avez bien sûr une systématisation de tout ce dont on a parlé, que ce soit de l'écologie industrielle, peut-être on ne va pas parler d'éco-conception, sinon aussi d'éco-conception dans le domaine de l'agriculture, via de la production bio, via l'utilisation de compost, etc. Et donc voici un schéma qui permet de visualiser concrètement ce principe d'organisation, l'un des modèles de principe d'organisation. Vous avez la région, une entreprise et cette SCIC en bas à droite, et tout un tas de flux qui sont en train d'être systématisés. Ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que je prends ici un exemple, mais à ma stupéfaction, on voit ce modèle-là s'organiser dans le monde entier. Ça ne porte pas forcément le nom de SCIC, mais autour de ces flux de matière, vous voyez une économie circulaire territoriale qui est en train de se former via des statuts qui ne sont pas totalement privés, qui ne sont pas totalement public-privé. C'est quelque chose d'un peu nouveau, où le public a un intérêt dans le secteur privé, puisque le secteur privé apporte du bénéfice au territoire via tous ces flux-là. Si on systématise tout ça, à quoi ça pourrait donc bien ressembler, et quelles sont aujourd'hui les solutions qui sont en train d'être systématisées? Eh bien voici un exemple qu'on peut imaginer et qui est en train en fait d'être fait, si ce n'est pour certaines entreprises qui existent déjà, où l'industrie et la logistique seraient et sont en train d'être renouvelées. Vous prenez la logistique aval et amont et aval, vous avez une optimisation logistique et traçabilité, souvenez-vous de Moulineau et de bien d'autres, et vous avez l'utilisation de Big Data en aval. Ce qui est intéressant ici, bien sûr, c'est qu'au-delà du service économique et de la diversification de l'offre, cela permet une optimisation des coûts de transport et donc de consommation de carburant, mais aussi on va en rester là pour la logistique, mais par contre, sur la production, vous avez une production d'énergie renouvelable, vous avez de l'utilisation de l'eau en circuit fermé ou en grande partie, l'efficacité énergétique se développe, etc. Voici donc au niveau de l'industrie et de la logistique, et vous avez, on peut très bien imaginer, les équipements industriels, les machines industrielles en location-financement, où la banque de financement-location aurait tout un parc, et donc serait bien plus en mesure de les réparer, de les réemployer, et de trouver des marchés pour la seconde vie de ces machines industrielles, soit en France, soit ailleurs. Et vous avez donc de nouvelles industries qui sont en train de se transformer, de se renouveler, en reprenant un peu toutes ces logiques-là. Si on prend encore plus de hauteur sur cette industrie, quelle serait la vision économie circulaire de cette industrie sur le territoire? Eh bien, vous avez des industries qui s'insèrent de plus en plus, via des contrats et des organisations concrètes, et des intérêts économiques derrière, dans un paysage économique territorial, pour optimiser et pour réduire leur empreinte environnementale, voire pour apporter de la valeur positive au niveau social, économique et environnemental. Je prends là quelques exemples où on pourrait imaginer une industrie agroalimentaire qui petit à petit va vers ces solutions. Aujourd'hui, la production de biocarburant existe, biocarburant avancé est en train de se déployer, écologie industrielle existe, mais la systématisation de tout ça, on peut penser qu'un potentiel inexploité va être de plus en plus nourri et valorisé. Ce que je veux retenir aussi de ça, c'est l'argument des emplois non délocalisables, qui est de plus en plus important bien sûr, qu'il a été dès le début d'ailleurs de cette économie circulaire où l'objectif d'économie et d'objectif économique est très présent. On parle d'emplois non délocalisables dans une économie circulaire, pas parce qu'ils sont interdits d'être délocalisés, ou alors certains en tout cas vont le dire. Mais ils vont être non délocalisables parce que précisément ils vont être insérés dans des flux territoriaux qui n'existent que sur ce territoire. On peut très difficilement imaginer cette industrie qui aurait tous ses liens avec son territoire, avoir beaucoup d'intérêt à se déplacer vers un autre territoire, puisqu'elle tirerait son revenu de ce que Marshall, il y a 100 ans, appelait les économies d'échelle externe à l'entreprise. Elle gagne du revenu à l'extérieur d'elle-même. Et donc, là, l'emploi est plus sécurisé via sa qualité, et pas forcément via des lois qui interdiraient ça. Mais il y a bien sûr tout un tas de courants de pensée pour déployer cette économie circulaire, on l'a vu à la dernière campagne présidentielle. Enfin, la dernière partie de mon intervention sur, eh bien, aujourd'hui, dans notre travail, comment on amorce cette stratégie d'économie circulaire, encore une fois pour tout type d'industrie et pour tout type d'acteurs dans le secteur public et privé. Eh bien, d'abord, en reprenant les bases des méthodes qui existent déjà, avec les analyses de cycle de vie, des produits, de la chaîne d'approvisionnement et des activités des clients. Ensuite, en regardant comment optimiser et redéfinir la chaîne d'approvisionnement, pour minimiser les déchets, récupérer les produits et matériaux. Troisième étape, qui peut se faire assez rapidement, bien sûr, selon la taille de l'entreprise ou de l'acteur, élaborer des modèles d'affaires qui permettent d'assurer des débouchés économiques, à des modes de production plus soutenables. C'est des fois aujourd'hui le blocage pour beaucoup de filières. Vous avez des procédés de recyclage assez formidables,
ou même de réemploi. Le problème, très souvent, c'est que le marché de ce produit en seconde vie, lui, n'existe pas. Ou alors, l'utilisation de matières recyclées à partir de ce processus-là n'est pas favorisée au niveau fiscal, et vous avez aujourd'hui des industriels qui ne sont pas incités économiquement, voire qui sont même qui n'ont pas du tout intérêt à utiliser de la matière recyclée contre de la matière première vierge, qui aurait pour certaines matières la même qualité. Et donc, il faut trouver ces débouchés économiques via des partenariats très souvent, via un dialogue donc avec vos clients, qui des fois vont financer des projets pilotes. Et ça existe bien sûr. Enfin, développer des partenariats, accords avec des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, je viens d'en parler. Et enfin, pour que ces expériences pilotes se systématisent, puisqu'on en est toujours là, il faut systématiser ce qui est bien, c'est mesurer et toute la thématique d'évaluation, et donc là encore, utiliser les méthodes qui existent pour en faire de plus en plus. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ou au niveau de certains pays, systématisent des expériences pilotes au niveau local, ou au niveau d'un site industriel, pour le systématiser à l'échelle du groupe ou du pays. Je ne m'arrêterai pas trop là-dessus, mais concrètement, pour la supply chain, des méthodes existent. Ça, c'est ce qu'on fait parfois pour certaines filières, avec des caractérisations à la fois de la supply chain, des flux matières entreprises et de l'utilisation et fin de vie des produits. Tout ça rentrant bien sûr dans toute cette méthode que je viens de présenter. Ça, j'ai essayé de le dire pour ne pas m'arrêter trop là-dessus tout au long de ma présentation, mais le dénominateur commun, c'est l'ensemble des dynamiques présentées, c'est la mise en place de partenariats. Très souvent, l'innovation, cela a été dit, est externe, ou existe déjà à l'extérieur, mais toute l'idée de cette économie circulaire, c'est comment on s'organise pour que j'y trouve ensuite un intérêt. Si l'innovation, encore une fois, répond au premier slide qui est un objectif environnemental. Voilà, merci beaucoup.